Ah. Messieurs les députés, messieurs les maires, messieurs les représentants des ambassades, et j'ajouterai, chers amis, monsieur le représentant du recteur de l'Académie, j'ajouterai, chers amis, chers parents de Jean-Claude Grimbert, soyez tous le bienvenu dans cette Askara, ce moment émouvant et important de notre calendrier et qui s'est passé l'année dernière, mais en tout petit comité. Et aujourd'hui, nous avons décidé que vous étiez tous soit vaccinés, soit que vous ayez votre passe et que donc on pouvait le faire sans risque en se mettant de façon plus rapprochée qu'on ne l'avait fait l'année dernière. Et surtout, cher Claude Grimbert, cher Claude, nous vous accueillons aujourd'hui avec bonheur au Mémorial. C'est un lieu que vous connaissez bien et nous vous recevons, je dirais, pour la première fois pour la cérémonie de la Askara. Mais si c'est un grand bonheur, c'est aussi un grand honneur, car votre carrière, si diverse, depuis vos débuts excellents dans le métier de tailleur, suivi du théâtre comme auteur, mais aussi comme acteur, du cinéma, des courts et des longs métrages, d'auteurs littéraires, et toutes vos publications, toutes vos éditions, tous les livres que vous avez écrits ont reçu une acclamation tout à fait extraordinaire. Et j'en viendrai un peu plus tard à votre dernier livre, Jacqueline, sur votre épouse, qui vous a valu ce prix littéraire du Monde. La Askara, vous le savez tous, et le nombre si important de personnes que nous avons ici est un moment, je dirais, particulièrement important, et je dirais même, pour moi, c'est peut-être le moment le plus important de toutes ces cérémonies commémoratives que nous organisons au Mémorial. C'est l'occasion d'écouter des orateurs prestigieux évoquer leur mémoire, leur ressenti sur cette chose sidérante, inimaginable dans un esprit civilisé qu'est la Shoah. Et je sais à quel point c'est un exercice extraordinairement difficile pour tous ceux à qui nous demandons cette, je dirais, cette mitzvah de venir nous parler de leur expérience et de leur vécu. Un certain nombre de personnes ont accepté l'idée de parler, et puis c'était au mois de... La plupart du temps, je les invite vers le mois de mars, avril, et la plupart du temps, un mois ou un mois et demi, pas la plupart du temps, dans quelques occasions, je les ai vus et ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Je suis désolé, c'est impossible, je ne peux pas écrire ce discours, je n'y arrive pas, c'est trop dur pour moi. » Tous, et donc, je suis particulièrement, je dirais, reconnaissant, comme quelqu'un comme Jean-Claude Grimbert ou d'autres ont fait cet effort, ont pris sur eux pour donner leur ressenti de cette expérience pour tous, absolument, dans le fond, je dirais,
à la fois créative, mais incroyablement émotionnelle. Nous tous au mémorial, qui avons la lourde tâche de préserver, d'entretenir cette mémoire, et je dirais même de l'utiliser, si vous me permettez ce mot, de l'utiliser pour tenter d'enseigner la tolérance, le respect de l'autre, de sa religion, de son intimité. Nous nous réjouissons de sa religion, de son intimité, afin de le vacciner contre ce virus épouvantable qui se développe en ce moment d'une façon terrifiante, qui est le virus de la haine. Nous nous réjouissons de voir que les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les proches, les amis de tous ceux qui ont disparu dans cette catastrophe sont là, encore là depuis 75 ans pour certains, aussi nombreux pour rappeler avec tendresse, avec piété, la vie des disparus. Héritiers, vous, les survivants, mieux que quiconque, donnez un sens à notre tâche et surtout à cette cérémonie. Vos larmes, votre tendresse donnent une vie, une réalité aux disparus. Je disais que de recevoir Jean-Claude était un honneur, mais aussi pour moi un bonheur. Cher ami, si je peux me permettre, cher ami, c'est avec impatience que j'attends vos mots. C'est en approfondissant ma connaissance de votre vie que j'ai été bien évidemment admiratif de tous les nombreux et significatifs prix qui vous ont été décernés, dont le dernier pour votre livre sur votre chère épouse, Jacqueline, le prix littéraire du Monde. Je tiens pour cela à vous féliciter, car cela concourt une formidable aura à votre carrière. Mais aujourd'hui, je dirais même surtout, j'ai ressenti que vous portiez en vous, une immense tendresse, une humanité profonde, et que vous mettiez le bonheur des autres devant votre propre bonheur, que vous mettiez leur sourire, leur rire comme un élément qui était indispensable et profondément attaché à votre vie. La scène de la fin de la plus précieuse marchandise, c'est peut-être cette scène qui m'a le plus ému, où le père renonce au bonheur de reprendre sa fille, car il la voit heureuse et épanouie avec cette femme qu'il a sauvée et qu'il aime. Je pense que cette scène résume incroyablement tout ce que vous êtes et toute votre formidable générosité et votre amour de l'autre. Mais aussi, sur un plan peut-être plus humoristique, car l'humour a toujours été particulièrement important dans votre vie, j'adore le fait que vous avez dit que parmi tous les prix, les distinctions que vous avez reçues, celui qui vous a fait le plus plaisir est le diplôme de tailleur d'excellence, de tailleur de grande catégorie, qui vous a été attribué après quelques années. Comment ? C'est pas à moi, c'est à Bobert. Ah, c'est un... non. Ah bon ? Vous saurez tout avec le discours, mais...
Bon, mais alors j'ai mal lu. Vous n'êtes pas tailleur et d'excellence. Pardon, parce qu'alors j'ai mal lu Bobert, parce que c'est dans Bobert que j'ai trouvé cette chose. Et j'ai cru que... Mais dans ce livre merveilleux, vous apparaissez tellement de fois. Et une fois, vous avez... Est-ce que c'est vous, et avec Bobert, qui a dit, en vieillissant, je deviens de plus en plus un enfant de la Shoah. C'est de vous ou de lui? Je pense qu'on aurait pu le dire tous les deux, mais je pense que c'est de moi. Je pense aussi que c'est vous. Mais d'ailleurs, je vous recommanderais tous de lire ce livre de Bobert et aussi, évidemment, tous les livres de Jean-Claude. Je vous recommanderais de lire ce livre, car c'est aussi à la fois merveilleux sur Bobert lui-même, mais c'est aussi merveilleux sur Jean-Claude. On sent une amitié, on sent un lien, etc., entre vous deux qui est absolument merveilleux. Écoutez, vous avez aussi ce sens de l'humour et on voit dans votre cœur que la fidélité à l'amitié est quelque chose qui vous est particulièrement, auquel vous êtes particulièrement sensible. Mais j'ai été trop long. Sachez que nous sommes ici pour vous écouter et donc je vous passe avec plaisir la parole. Je mets ça là si jamais. Voilà. Bonjour d'abord. Alors en général, je n'aime pas écrire ce que je dois dire. J'aime mieux être surpris. Mais là, voilà, c'est donc un discours. Ça va le son, tout? D'abord, merci à mon ami Éric de Rothschild. Je suis très heureux d'être ami avec un Rothschild. Voilà. Voilà. Comment dire non à qui vous fait l'honneur de solliciter votre parole en un tel lieu, en un tel jour? Mais comment dire oui? Il faudrait posséder le génie d'un poète ou la voix déchirante de Sholom Katz égrenant le Kaddish pour les morts d'Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Comment dire oui lorsqu'on sait par expérience, lorsqu'on se sent incapable de partager sa propre douleur? Comment alors évoquer l'immensité de la douleur de tous? J'ai donc tenté mon habituel ni non ni oui face à M. Éric de Rothschild, et me voilà. Mais ce n'est pas le vieil écrivain qui, depuis des lustres, tente de faire rire Jaune de ses malheurs. Non, c'est l'enfant. L'enfant qui se dresse devant vous. L'enfant revenant de l'ex-zone libre, de Moissac par Grenoble et Toulouse, son frère le tenant solidement par la main. L'enfant qui ne reconnaît pas sa maman et qui se cache derrière son grand frère pour fuir la dame à la voix pointue qui veut l'embrasser tout en tentant de l'étouffer sur le palier du domicile qui fut familial. L'enfant qui ne retrouve pas son père, dont il ne garde aucun souvenir, ni visuel ni sonore. L'enfant qui apprend à lire le mot « disparu », puis à déchiffrer ce mot mystérieux « déporté », puis qui apprend à écrire « profession du père, déporté », et enfin à griffonner le mot décisif « décédé », profession du père, décédé. À Drancy, qu'importe. Je sais, je pourrais faire aujourd'hui corriger par l'état civil ce mort à Drancy par mort à Auschwitz-Birkenau. Mais pourquoi le ferais-je? Je préfère conserver ce mort à Drancy qui témoigne mieux que je ne saurais le faire du peu de cas, d'intérêt, de respect que la République française victorieuse manifesta pour nos morts ainsi que pour les survivants et leurs familles. À ce sujet,
Comment réparer le passé par le truchement de l'état civil? Une dame, une lectrice, sachant que je n'utilisais pas Internet, m'a gentiment indiqué, après une recherche sur son propre appareil, quelle serait la réparation m'attendant dans quelque bureau d'état civil que ce soit. Zacharie, mon père, devient ma mère, Zacharie Grimbert, né à Galatz, Roumanie. Et Naphtali, son père, ma grand-mère, elle aussi née à Galatz. L'enfant, enfin, qui refuse de faire sa bar mitzvah, tant il se sent en désaccord avec les instances supérieures, tout en se sentant au fond de lui, au fil des jours, des mois, puis des années, de plus en plus juif, et même juif. Puis c'est l'enfant quittant l'école, certif en poche, après avoir visité en vacances d'été en Tchécoslovaquie Theresienstadt et en Allemagne de l'Est Ravensbrück. Parmi d'autres enfants de déportés, voire de fusillés, qui jamais ne parlèrent entre eux du sort de leurs parents, de leurs frères et sœurs, oncles et tantes disparus à Drancy ou ailleurs, tous et toutes se retrouvant au garde à vous, foulard rouge noué au cou, face à des levées de couleurs et à des baissées de drapeaux assaisonnés de discours sans rapport aucun avec leur propre histoire. Considérez enfin, je vous prie, l'apprenti en culotte courte, courant d'un patron, petit patron, tout petit patron, à l'autre. Il en eut 18. 18 patrons en 4 ans de désapprentissage assidu du métier de tailleur, mais 18 occasions d'apprentissage du métier de vivre. Chaque patron, chaque patronne, chaque ouvrier, chaque ouvrière, je pense à Bella, assise sur le tabouret voisin de celui de Suzanne, ma maman, toutes deux tirant l'aiguille à longueur de journée. Mais lorsque je venais chercher ma mère le samedi midi, je ne voyais que le numéro sur le bras de Bella, montant, descendant au rythme des larges aiguillés. Chacun, chacune avait une histoire de vie ou de survie. Chacun, chacune la gardait pour soi. L'apprenti connaissait le sens de ces numéros tracés d'une manière indélébile sur la peau même des survivants. En colo, à la CCE, un mono dont la rumeur enfantine chuchotait que c'était un survivant des camps de la mort portait un sparadrap sur son avant-bras. Un jour, je lui ai dit « Tu sais, je sais ce qu'il y a sous ton pansement. » Il cligna de l'œil alors et bouche en biais me glissa le numéro de téléphone de ma poule. Un de mes patrons, M. Spodek, en pleine partie de domino, dit un jour à l'apprenti « On va profiter de la morte saison pour amener toutes les têtes de machines à réviser. » Les machines étaient au nombre de 3. 2 pfaf, une singère. Il passa un bras dans la tête d'une des pfaf en me disant « Tu vois, tu passes ton bras, tu fais un petit mouvement là, comme ça fait clic, et alors tu soulèves, ça vient tout seul. » Il me regarde, il a une tête de machine accrochée au bras droit. « Oui, monsieur Spodek. » Il répète la manœuvre de son avant-bras gauche, le numéroté. Puis il se tient au centre de son atelier, sa salle à manger en vérité qui servait d'atelier, sauf aux heures des repas. Là, tenant à chaque bras une tête de machine, il m'indique d'un coup de menton que je dois me saisir à mon tour de la tête de la singère. Sans doute me l'avait-il laissée parce qu'elle semblait plus légère que la tête des pfaf et qu'en somme, c'était ma machine. Je glisse mon bras, je bloque la tête de machine au creux de mon coude, je fais le petit mouvement, pas de clic. Je regarde, d'un signe de tête, il me dit de recommencer. Je recommence, toujours pas de clic. Désespéré, je tente alors de tirer la tête de la singère de la table de la singère. Rien ne se passe. La tête de singère reste rivée à sa table. Il s'approche alors, me faisant reculer d'un autre mouvement de tête, puis il glisse de nouveau son avant-bras gauche, le numéroté, clique et même claque, puis se dirige ainsi vers la porte. Je me précipite pour la lui ouvrir, il passe devant. Je le suis dans l'escalier tortueux de cet immeuble délabré du Marais. Lui, portant les 3 têtes de machine accrochées à ses bras, moi, portant mes bras ballants. Je suis des yeux son numéro. J'ai honte, et je me dis, refoulant mes larmes, toi, tu n'aurais pas tenu un jour là-bas. Jamais M. Spodek ne me parla des camps. Jamais je n'ai osé l'interroger, même au cours de ces interminables parties de domino de morte saison où je devais tricher pour le laisser gagner.
Jamais je n'ai parlé à la maison en revenant de ses vacances d'été, de ma visite de Térésine ou de Ravensbrück. Nous ne parlions de rien et surtout pas de ça. Maman attendait-elle encore papa? Mon frère attendait-il encore son père? Moi, je n'attendais rien. Je n'avais aucun souvenir de Zacharie, ni de son physique, ni de sa voix, rien. Nous vivions, mon frère et moi, le nez dans les bouquins. Livres empruntés à la bibliothèque municipale de la mairie du 10e. Ce sont ces livres qui m'ont jeté dans notre histoire. J'avais pris un livre, La dernière frontière d'Howard Fast, parce qu'il parlait d'Indiens et de cow-boys. J'adorais les livres qui parlaient d'Indiens et de cow-boys. Howard Fast décrivait sobrement, mais minutieusement, le massacre des derniers Sioux, l'agonie, puis la mort des squaws et de leurs enfants, des vieillards, trésors vivants, tous mourant de faim et de froid dans la neige, tandis que les jeunes guerriers se faisaient massacrer par la cavalerie des États-Unis. Est-ce la neige, la faim, la mort, les enfants, la mort des bébés et de leurs mères impuissantes, la mort des hommes? En tout cas, après cette lecture, je suis tombé dans mon histoire, notre histoire. Ensuite, il y eut le Bréviaire de la haine de Léon Poliakov, puis le Pitre ne rit pas de David Rousset, et au fil des ans, des livres d'histoire, des témoignages, et le dernier des justes d'André Schwarzbach, qui rompit un temps le silence. Oui, ce sont ces livres, ces milliers de livres qui ont édifié au fil des ans et qui édifient encore notre histoire. Nous restituons ainsi dignité et mémoire. Durant ces années, Suzanne batailla dur contre l'hydre bureaucratique afin d'obtenir une pension de veuve. Il lui fut répondu enfin qu'elle n'y avait pas droit, car si elle-même était française, le disparu, lui, ne l'était pas. Il n'était même plus roumain. Il était devenu, par la magie d'un décret de Vichy, apatride d'origine roumaine. Que les apatrides payent des pensions aux apatrides. La jeune et victorieuse 4e République, bien qu'héritière légitime de Vichy, ne voulut pas assurer le service après-vente du commerce des humains livrés en train à bestiaux à l'acheteur qui n'en avait jamais assez. Ce fut donc longtemps après l'acheteur lui-même, l'Allemagne, la RFA, chacun sait qu'en RDA il n'y avait jamais eu de nazi, qui se porta volontaire pour verser quelques subsides aux familles des apatrides dans le besoin. Un jour, nous faisions la queue, maman et moi. Je devais toujours l'accompagner pour les papiers, moi ou Maxime, mon frère aîné. Elle ne savait pas bien lire. Nous étions dans un de ces consulats de la RFA, dans un immeuble somptueux des beaux quartiers. Il y eut une sorte de débâcle, un peu comme lorsqu'un film américain parlant des Juifs sortait dans un cinéma des grands boulevards. À l'ouverture de la caisse, la queue n'était plus verticale, mais devenait soudain horizontale. Masse informe et désordonnée. Tous et toutes ayant un tel besoin d'un film qui parle d'eux. Tous et toutes ayant besoin de secours aussi, et donc de papiers, de recensement, de certificats, de déclarations sur l'honneur. Chacun tentant de resquiller, se bousculant, s'interpellant, rouspétant, toujours en yiddish. Alors un homme sortit de la queue et cria très fort, en yiddish aussi, maman me traduisit. « Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Face à eux? À eux ?» Il désignait les bureaucrates. Maman me les avait signalés, des vraies têtes de boche. « Tenez-vous! Rangez-vous! Faites-vous respecter !» Personne ne l'écouta, personne ne se rangea. « Ils nous regardent! » Ils nous regardent? Qu'ils nous regardent! Nous ne leur devons rien, ni respect, ni politesse, ni surtout pas discipline. Cette guerre des papiers dura longtemps pour maman, guerre vaine que durent mener bien des survivants et bien des familles. Mais Suzanne, elle, dut faire face sur 2 fronts. Au 34 de la rue de Chabrol, notre domicile, elle recevait des recommandés avec accusé de réception du gérant de l'immeuble qui lui réclamait sous peine d'expulsion immédiate, ces 2 mots la faisaient trembler, le paiement des loyers des années de guerre. Elle fit valoir qu'il existait une loi stipulant que les femmes de prisonniers n'avaient pas à payer les loyers. Il répliqua « Oui, mais votre mari, lui, ne fut pas prisonnier de guerre, il a été déporté. » C'est ainsi que nous avons appris un peu tard qu'il valait bien mieux être prisonnier de guerre que déporté. Mon frère, quand il se mit à travailler,
alla jeter le peu d'argent qu'il gagnait à la face du gérant généreux, qui voulut lui faire payer en prime la réfection de la porte palière brisée par les bottes policières. À la maison, il n'y avait qu'un geste, disons qu'un geste rituel, destiné au souvenir de l'absent, de la disparition et des disparus. Entre Rosh Hashanah et Kippour, un jour comme aujourd'hui donc, maman allumait sur la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour minuscule et sans vis-à-vis, une timbale argentée ornée d'une minuscule mèche qu'elle allumait avec précaution. Nous lui demandions le pourquoi de cette bougie qui éclairait si peu, pour le souvenir de ceux qui ne sont plus. Elle expliquait qu'il ne fallait surtout pas que la flamme s'éteigne dans la nuit, qu'il fallait qu'elle tienne jusqu'au matin pour que le souvenir, la mémoire soient maintenus et respectés. Le lendemain matin, j'allais vérifier la toute petite flamme du souvenir, et chaque fois elle tremblotait encore un peu avant de s'éteindre. Comment parler des disparus, de la disparition, d'un père dont je ne connais rien, ni la voix ni le visage, sinon par quelques trop rares photos? Comment lui rendre hommage à lui et à son père Naphtali, déporté aveugle, porté dans l'escalier par 2 flics compatissants ou trop pressés? Ils avaient tant de boulot, tant de youpins à ramasser. Trop souvent, je me suis trouvé confronté à un étrange argument. Les flics, les gendarmes, les préfets, les sous-préfets, ceux qui raflaient, ceux qui remplissaient les trains de marchandises avec de la paille les bonjours, ceux qui entassaient des familles, des enfants comme des bêtes, ceux qui empilaient des invalides sur des aveugles, ceux qui conduisaient ces trains, tout cela prétendait et prétendent encore qu'ils ne savaient pas quel était le but réel du voyage. Je pense, moi, que ces gens n'étaient pas très malins. Qui emmènerait un aveugle? Qui lui ferait traverser l'Europe entière en pleine guerre dans un wagon à bestiaux? Où et quand a-t-on eu besoin de tant de rempailleurs de chaises, d'accordeurs de piano? C'est vrai, les Allemands, peuple musicien. C'est lorsque j'ai perdu un œil et que l'autre fut menacé que j'ai intensément pensé à Naphtali, à sa solitude dans le wagon, à son effroi, sa terreur au cours de ce dernier voyage, le dernier voyage de ce vieux juif roumain de Drancy. Il partit seul, 2 mois avant Zacharie, seul dans le noir absolu. Le grand danger pour les enfants et les petits-enfants de déportés, c'est l'imagination. Surtout ne pas imaginer le transport. Faire attention à ne pas se retrouver dans le train, dans le wagon, avec lui, avec eux. Ne pas les suivre dans les wagons. Et s'ils ne meurent pas au cours du transport, ne pas les suivre à l'arrivée sous les gaz. Oui, l'imagination était et reste notre ennemi. La solitude, la peur, la souffrance, l'inexplicable fin de ces gens qui avaient traversé l'Europe dans l'autre sens pour y trouver en France accueil, protection, travail, liberté. Liberté de penser, liberté d'être soi-même et surtout liberté d'être ce qu'on est. Il y a peu, un homme de mon âge, fils de déporté comme moi, dont le père était parti dans le même convoi que Zacharie, le convoi 49, me dit « Ton père, comme le mien, a fait partie du Sonderkommando. Je lui répondis « Non, ton père peut-être, pas le mien. » Il me répliqua alors « Si, ils ont été 122 hommes dans ce convoi à être sélectionnés pour faire partie du... Non, ton père si tu veux, mais pas le mien. » « Mais comment peux-tu être sûr, me dit-il, parce que c'est moi qui décide. » Il n'est même pas entré dans le camp. Il n'a rien su, il n'a rien vu. Il a été gazé dès l'arrivée. Voilà comment j'ai sauvé mon père du plus terrible à mes yeux. Adolescent, j'ai attendu, j'ai espéré, oui, espéré, qu'un survivant se dresse et prenne la parole pour nous dire le pourquoi de cette abomination, en nous délivrant les raisons objectives, c'était un mot à la mode, de cette faillite de la culture et de la civilisation. J'espérais également égoïstement qu'il me donne ainsi une raison de vivre dans ce monde devenu odieux à mes yeux. Peu à peu, j'ai cessé d'attendre, comprenant qu'il n'y avait rien à comprendre. La vie sur Terre était devenue simplement, avant même que le théâtre n'en prenne conscience, absurde, hideuse et obscène. Mais pour nous, pour moi, pour les enfants de ceux et celles réduits en cendres, il m'appartient de préserver la petite flamme qui vacille sur le bord des fenêtres des cuisines,
afin qu'elle continue à vaciller pour éclairer, fût-ce si faiblement, les ténèbres. Les ténèbres par nature se dissipent lentement, et malgré les décennies passées, elles stagnent encore autour de nous, pour ne pas dire en nous. Ces quelques jours d'août dernier nous ont replongés dedans. Un titre de journal a ressurgi, « Je suis partout ». Lors de l'écriture de l'atelier, j'ai lu quelques exemplaires de ce « Je suis partout ». L'un de ces derniers éditos m'est resté en mémoire, rédigé sans doute par les deux rédacteurs en chef Robatet et Cousteau. Le sujet était littéraire. Il semble que la littérature fut une préoccupation constante de ces messieurs. Or donc, l'édito s'intitule « Le Nappu ». Le Nappu serait le titre d'un roman de Léon Daudet, autre littéraire. Un enfant possède un rayon de la mort, qu'il lui suffit de diriger sur la personne qu'il veut faire disparaître, sa grand-mère par exemple. Hop, Nappu grand-mère, ou qui que ce soit d'autre. Bon. Ensuite, les rédacteurs de l'édito passent aux aveux. Nous avons perdu, nous sommes vaincus, tout ce à quoi nous avons cru, nos idéaux, nos rêves ne se réaliseront pas. Mais Nappu juif. Voilà, c'était ainsi au printemps 1944, Nappu juif. Robatet et Cousteau furent condamnés à mort. En 1952, ils sortirent de la prison de la Santé, en bonne santé, avec leur tête littéraire sur les épaules, et purent reprendre leur activité littéraire, se réjouissant encore, au fond de leur cœur, de leur Nappu juif. Aujourd'hui, je veux partager l'opportunité qui m'est offerte par le mémorial pour tenter d'honorer enfin ce père et son père. Je n'ai aucun souvenir, aucun détail à partager aussi peu. Je sais que Zacharie aimait lire les pieds nickelés. Mon frère et moi avons beaucoup lu les pieds nickelés et beaucoup aimé les lire. Il aimait le camembert, nous mangeons du camembert. Il adorait aller au cinéma, nous avons beaucoup aimé aller au cinéma et nous y avons été souvent. Il adorait également le caviar d'aubergine, le pet le gelé que Suzanne lui concoctait. Mon frère s'est mis récemment à en faire. J'aimerais, oui j'aimerais, je le répète, être un poète. Quelque chose genre Victor Hugo ou Itzhak Kasten-Nelson, l'auteur du chant du peuple juif assassiné. Pour écrire, pour dire, pour crier l'horreur, l'amour, la douleur et tout ce que je tente de ressentir ou tout ce que j'ai ressenti et que je n'ai jamais pu ni su dire, ni écrire. Mon père ne nous a rien écrit, rien laissé, pas la moindre lettre de Compiègne ou de Drancy. Ma mère, elle l'a vu quand il était à Drancy de la fenêtre du tabac donnant sur la cour du camp. Je ne sais comment ni comment il était prévenu, ni comment elle avait trouvé cette fenêtre, d'où elle pouvait lui parler par geste. Je lui ai sans doute posé, je n'ai sans doute pas posé les bonnes questions, ou elle ne m'a pas fait les bonnes réponses, ou je n'ai pas écouté ses réponses. En 2003, dans mon père inventaire, j'ai omis de citer, un des rares dialogues entre Zacharie et Suzanne que celle-ci m'a rapporté. Libéré de Compiègne avant d'être repris, il lui confia qu'après la guerre, grâce aux amitiés liées à Compiègne avec ses co-détenus, avocats prestigieux ou célèbres médecins, tous porteurs de costumes 3 pièces sur mesure, il cessera de travailler pour les autres, se mettra à son compte, et alors, enfin, tout roulera comme sur des roulettes. Zacharie est né à Galatz, Roumanie, en 1898. Ils ont dû venir, Naftali, Faïgué, sa mère, et toute la famille en France vers 1908. Non loin de Galatz, à Iași, capitale de l'intelligentsia juive roumaine, naissait la même année, en 1898, donc, le poète et philosophe Benjamin Fondane. J'ai beaucoup lu Benjamin Fondane, en l'associant toujours à Zacharie, consciemment ou inconsciemment. Ils auraient pu, le tailleur et le poète, se croiser à Drancy et parler du vieux pays, peu accueillant aux Israélites, il est vrai. Et ils auraient pu même partir ensemble dans le même convoi. Pour rendre hommage à Zacharie et Naftali,
tous deux tailleurs sur mesure pour hommes, femmes et enfants, et au poète, philosophe, cinéaste et résistant Benjamin Fondane, et à tous ceux et à toutes celles dont les noms sont gravés sur nos murs, ainsi qu'à ceux innombrables, massacrés de toutes les manières possibles et inimaginables, dont les noms ne figurent sur aucun mur, à jamais disparu, je veux conclure par la lecture d'extraits d'un des derniers poèmes de Benjamin Fondane, mort à Auschwitz. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu de moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage, comme vous, une bouche qui priait, comme vous. Quand une poussière entrait, ou bien un songe, dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel. J'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé. Solide dans la paix, ivre dans la victoire. Oui, j'étais un homme comme tous les autres hommes, nourri de pain, de rêves, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins, et je n'ai rien compris au monde, et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort est venue, peut-être ai-je pu prétendre savoir qu'elle n'était... Peut-être ai-je pu prétendre savoir ce qu'elle était, mais vrai, je puis vous le dire, à cette heure, elle est entrée tout en mes yeux étonnés de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi? Et pourtant non. Je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres de l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui a servi à tout le monde de crachat. Un jour viendra sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et par la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Comment? Je vais descendre de là. Non, restez là. Restez là. Un très grand merci, cher Jean-Claude Grammer. Vous voyez, votre discours m'a particulièrement et profondément ému. Votre discours m'a profondément et particulièrement ému. Et c'est avec difficulté que je m'adresse à vous en ce moment. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Merci d'avoir...
merci d'avoir si magnifiquement, de façon à la fois de temps en temps un peu humoristique, mais également dans le fond très très profonde, évoqué toutes ces années tragiques. Et le seul mot que j'ai trouvé dessus, c'est, je dirais, sidérante. On est sidéré devant cette Shoah qui est inimaginable, mais qui a malheureusement eu lieu. Donc vraiment, merci d'avoir évoqué ces temps avec autant je dirais, de relations personnelles. Autrement dit, c'était un discours qui vraiment, je le sentais, venait profondément de vous-même, de votre cœur, de votre expérience. Donc, longue vie à vous et sachez que votre discours sera mis sur le site du mémorial et dans les livres que nous publions tous les 10 ou 20 ans, où nous prenons les plus beaux discours qui ont été faits lors de la Haskara. Celui-là viendra en tout premier lieu. Merci. Ben, je voudrais vous remercier de vos remerciements. Je voudrais vous remercier de vos remerciements, mais surtout de m'avoir permis d'exprimer ce que je ne savais pas même ressentir. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans ces occasions-là qu'on sait de qui on est le fils, même si on ne l'a pas connu, de qui on est le petit-fils. Et je voudrais dire une chose là, puisqu'on a beaucoup parlé de littérature. Il y a un livre qui a été publié par le musée, Nos artistes martyrs. Je pense que ce livre devrait être lu, voilà, devrait être distribué dans les écoles, devrait être lu. En feuilletant ce livre, on s'aperçoit qu'on n'a pas seulement voulu tuer des hommes, des femmes, on n'a pas voulu tuer que les civils, on a voulu tuer la culture, la langue. Ce livre a été d'abord édité en yiddish, puis il est traduit en français. Et on voit tous ces peintres qui sont pratiquement tous morts en 1942. Ceux qui ne sont pas morts en 1942 sont morts en 1943, et quelques-uns sont morts en 1944. Mais quand vous voyez les 42 et 42 et 42 et 42 et 42, vous comprenez ce qui était visé. Et c'est là, ici, qu'on comprend notre victoire. Ils ont perdu. Les peintres, leur souvenir va durer grâce à ce livre et les quelques œuvres qu'on a retrouvées d'eux. Et puis, comment dire, grâce à nos efforts, grâce à l'effort de nos aînés, je pense à Léon Poliakov, mais maintenant je peux penser aussi à Annette Vivorka, je peux penser à tous ces historiens, et puis tous ces témoins, Elie Wiesel qui apprend le français pour écrire la nuit, voilà. Eh bien, c'est notre triomphe. Voilà. La culture juive que tout le monde envie, la culture yiddish qui renaît malgré tout, c'est notre triomphe. Et c'est le contraire de la barbarie qu'on a cru un moment triomphante. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec vous. On en dira un mot après. Boum, boum. Allez. Sonnerie aux morts.
la parole au grand rabbin pour le Kaddish et le El Molech Harani. El Molech Rachamim Shochen Bamromim Hametzei Menucho Nechoino Al Kanefei Hashechino Bemalos Kedoshim Bemalos Kedoshim Kedoshim Utehorim Kezohar Arakia Meirim Umazehirim Lenishmos Achenu bnei Yisrael HaKedoshim והטהורים שנפלו בידי הרוצחים ונשפך דמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, סוביבור, בלזק, חלמנו, ובישך מקומוס השמד באירופה שנהרגו ושנסחפו ושנשחטו ונגברו חיים וכל מיתוס משונוס ואכזריוס על קדושס השם בעבור שאנחנו בינינו נסיים וממשיכי זכיוסיים מתפללים בעד הזכורס נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחסם לכן בעלו רחמים יסתירם בססך נופוב לעולמים ויצרוך החיים ויצרוך החיים אס נשמוסום ויצרוך החיים אס נשמוסום ויצרוך החיים ויצרוך החיים אס נשמוסום אדוני נחלוסום וינוחו
על משכבם בשלום ונאמר אמן. יסגדל ויסקדש שמי רבו בעולמו דיברו חירוסי וימליך מלכוסי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בעגולו בזמן קוריב ואמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו יסבורך וישתבח ויספואר ויסחומם ויסנשא ויסהדור ויסעלה ויסהלול שמי דקודשו בריחו.